Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Ourson, Acide et Free Party, épisode 2. Le premier événement techno auquel a participé Ourson a été un choc. À partir de là, il va se lancer dans le mouvement, tout en continuant à prendre de la drogue régulièrement. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, ce qu'on appelle la RDR, la réduction des risques, n'existe pas en France. Comme il a été expliqué dans les 2 épisodes d'Anne Coppel, le concept va être importé du nord de l'Europe au début des années 90, d'abord dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de sida chez les injecteurs d'héroïne, pour ensuite être récupéré et revendiqué par le mouvement techno. Mais avant l'arrivée d'Internet, c'est beaucoup moins facile d'avoir des infos sur les produits. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent, et l'idée même de consommer modérément pour limiter les risques, d'éviter certains mélanges, etc., n'est pas très répandue. À ce moment-là, la prise de drogue est plutôt vécue comme quelque chose d'assez punk, contestataire, sans considération pour le lendemain, ce qui favorise les comportements à risque. Le chemin d'Ourson va passer par là, par les sombres recoins des prises de drogue incontrôlées et des drames que cela peut provoquer, avant qu'il ne se rende compte lui-même de la possibilité d'une consommation plus responsable. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Il y a un Technival qui est organisé, c'est pas en banlieue parisienne, c'est un peu plus loin, tu vois, c'est en Champagne en gros quoi. Et à Vitry-le-François. On est déjà une petite bande sur Saint-Étienne, ça c'est un petit peu organisé. On est quand même un certain nombre déjà à avoir fait l'expérience des raves, à commencer à avoir une certaine expérience des drogues, tout ça, paf. Et on voit des flyers qui commencent à circuler, Technival, machin, nanana. Et on se dit, allez, vas-y, on le fait, on y va. Et on y va vraiment. Moi, je suis assez impressionné quand j'y repense maintenant par la liberté et l'insouciance dont on disposait à l'époque. Franchement, honnêtement, tu me demanderais maintenant, mais comment vous bouffiez le lieu de la fête, comment vous le trouviez finalement, parce que c'était quand même, t'avais des infolines, mais c'était pas très précis. On te donnait des trucs, mais tu savais pas trop. À un moment, tu te retrouvais à un endroit et à la fin, bah, c'était à l'oreille parce que t'entendais le kick au loin, tu vois, tu sais. Mais là, celle-là, à Vitry, c'était assez particulier parce qu'il n'y avait pas de... En fait, les flics avaient bloqué les accès. Donc, il n'y avait pas de convoi parce que les bagnoles... En fait, techniquement, tu n'arrivais pas à la teuf. Les gens qui y étaient déjà y étaient, mais ça avait dû commencer le mercredi et nous, on est arrivé le jeudi soir. Et en fait, tu n'arrivais pas à la soirée parce que les flics avaient tout bloqué. Et après... En gros, en plus, on était arrivé à proximité en stop. Et du coup, ben, tu descends de bagnole. Et là, ben, c'est à l'oreille. Tu dis, OK... On entend les basses et OK, la route est bloquée parce que ben là les keufs sont en train d'interdire l'accès à la soirée. Et du coup, eh ben t'y vas, ça commence de jour, ça finit de nuit à travers bois quoi. Tu traverses des forêts en voyant au loin des lumières qui bougent, tu dis donc c'est bon signe et en entendant un son qui se rapproche et donc tu dis bon bah donc c'est là-bas quoi. Et on déboule au bout de je ne sais pas combien d'heures franchement de marche quoi. Enfin un truc on finit par arriver on sort d'un bois et on arrive d'un seul coup sur une espèce de une prairie quoi, une espèce de lande. Et là, c'est une teuf, quoi. Et c'est les premiers Technival, quoi. Donc c'est des, tu vois, c'est pas les Technival de 75 000, 80 000 personnes qu'il y a pu y avoir dans les années 2000. On est, si on est 5 000, c'est le grand maximum. Donc ça garde quand même, à l'échelle d'un Technival, sachant que tu vas y rester plusieurs jours, quelque chose d'assez familial. Et puis surtout, c'est, là, pour le coup, c'est vraiment la fois où je me suis dit, je n'ai plus aucune espèce de nostalgie pour ce qu'ont pu vivre la génération de mes parents. Concernant le mouvement psychédélique, sachant que moi j'étais déjà beaucoup là-dedans et que ça m'intéressait énormément, mais du coup j'avais toujours ce truc, quand même, on est passé à côté, on a raté un truc, c'était la génération d'avant, tout ça. Quand je suis arrivé à cet endroit et ce que j'ai vécu dans cet endroit, ça a été, en fait, je n'ai plus aucune nostalgie à avoir parce que ce que je viens de vivre, ce que je suis en train de vivre, et après quand ça s'est terminé en relisant le truc, ce que je viens de vivre, c'est exactement le même niveau d'intensité
que ce qu'ont vécu les gens qui ont vécu ces grands festivals, ce truc hippie, tout ça, mais adapté à l'époque à laquelle je vis. Donc en plus, je suis pas en train de fantasmer sur une époque que je n'ai pas vécue. Je suis juste en train de vivre. Enfin, je suis au centre de la galaxie et c'est le bon moment, quoi. En gros. Et moi, ma rencontre avec les Free, ça a été ça. Enfin, particulièrement celle-ci. Enfin, ce Technival qui a été une espèce de moment de magie, mais non-stop pendant 3 jours, sans dormir, enfin, truc que je pourrais plus faire. Enfin, je mourrais maintenant si je faisais ça, quoi. Mais un truc où il y a pas un moment où, ouais, c'est une extase, en fait. Il y a pas un moment où t'es moins bien, où ça a moins de sens, non, c'est waouh, voilà. C'était en 96, hein, t'as vu, ça fait un bail, et j'en parle encore, tu sais, il y a toujours un truc qui s'anime, quoi, quand j'en parle, parce que j'ai vraiment, à ce moment-là, rencontré une manière de vivre, une manière de faire la fête, une manière de... Enfin, puis même, une forme d'expérience intérieure, de communion, en fait, avec tout, avec les personnes autour de toi, avec l'univers qui t'entoure, enfin, avec tout, en fait, Donc voilà, quoi, enfin, c'était la free. Pendant 3 jours, j'ai pris des bons tas et des très bons trips. Et puis après, tu passes ton temps à aller de sound system en sound system. Il y en avait peut-être une quinzaine, tu vois, enfin, qui avaient des sons assez différents les uns des autres. Tu te balades. Et en fait, je te dirais à la limite, le truc le plus frappant, pour moi, c'était que tu te balades et tu arrêtes pas de rencontrer des gens, et chaque personne que tu rencontres, tu commences à parler avec, en 5 minutes, c'est ton meilleur pote. C'est le meilleur pote que t'aies jamais eu de ta vie. Puis au bout d'un moment, tu dis, bon, je vais continuer, ciao, on se revoit, et hop, et puis t'en recroises un autre, et puis tu recommences, et puis c'est pareil. Et comme ça, non-stop, pendant 3 jours, avec toutes les personnes que tu rencontres, avec un moment de partage, mais où il n'y a plus rien, enfin, d'ailleurs, plus rien est payant, en fait. Moi, je me souviens, à la fin, les drogues, on les payait plus. Enfin, d'abord, déjà, il y en avait trop, donc il y avait plus d'offres, il y avait plus de demandes, tout le monde en avait. Donc du coup, à la fin, on échangeait, quoi, tu vois. Ah, bah, tiens, moi, j'ai ça, toi, t'as ça. C'est un peu comme des panini, quoi. C'était des tripes, mais c'était un peu comme des panini. Et, ah ouais, attends, j'ai des machins, des trucs, et on partageait ça, et puis la bouffe, et puis, en gros, je sais pas, c'est comme tout était gratos, c'est une espèce d'expérience de partage complet, voilà, c'était, en gros, tu fais ça pendant 3 jours, quoi, et en prime, tu repars, parce qu'il y a vraiment toute une utopie autour, avec, même, tu vois, cette espèce d'idée de communion avec la nature, tout ça, c'était l'époque où tu rendais le site plus propre que tu ne l'avais trouvé, par exemple. On laissait pas nos merdes. Quand c'était la fin et que les sound systems commençaient à s'arrêter, ou on se rassemblait. Alors pas tout le monde, hein, mais en tout cas, je pense que ceux qui étaient un peu conscients de ce qu'ils avaient vécu et de ce qui se passait, filaient un coup de main, on ramassait les déchets, on passait une après-midi, une demi-journée à ramasser toutes les merdes, à tout jeter à la poubelle et tout. On rendait le site absolument impeccable. Il y a eu un moment, moi, dans ma vie où, alors c'est pas que la free party c'était ma vie parce que j'étais pas tout le temps en teuf, mais par contre le mode de vie et la philosophie héritée de la free, ça imprégnait toute ma vie. C'était ma vie, en fait. Enfin, voilà. J'ai jamais été, j'étais pas traveler, j'étais pas en camion, tout ça. Moi, j'étais plus, j'étais le teufeur qui faisait du stop pour aller en bringue, qui pouvait faire 2000 bornes en stop, aller-retour pour faire une teuf, tu vois. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que l'expérience free party, elle a été assez courte. En réalité, extrêmement intense, elle a impacté ma vie d'une manière hyper forte, parce que les expériences à la fois de partage collectif, de communion en fait, que j'ai vécu là-dedans, mais aussi des expériences plus intérieures, on appelle ça l'ego-death maintenant. Tu vois, le fait que d'un seul coup, la notion de moi, au minimum, elle est vraiment
très relativisé et d'un seul coup il y a beaucoup moins de distinction, enfin la dualité entre moi et pas moi, ça disparaît et tu commences à sentir des trucs du genre je fais qu'un avec l'univers, je ressens à l'intérieur de moi des mouvements qui sont en fait des mouvements qui se répercutent dans tout l'univers, des choses comme ça, enfin, des trucs qui sont vraiment liés à l'acide, hein. Mais ça, moi, ça m'a vraiment ça m'a percuté de plein fouet en fait. C'est des choses qui ont totalement changé ma façon de voir le monde, en fait, de voir la vie, de voir l'univers, de me dire attends en fait ce qu'on appelle la réalité, c'est quand même extrêmement questionnable et en fait c'est vachement plus à la fois vachement plus complexe et en même temps vachement plus uni que ça, quoi. Enfin c'est donc ouais, si je dois retenir quelque chose, c'est pas tant, tu vois, parce que je suis pas resté très longtemps dans le mouvement free. Assez rapidement, ça a commencé à partir en couille. Il a commencé à se passer des trucs que j'avais pas envie de vivre, enfin des embrouilles, des trucs forcément, il y avait beaucoup de stupes qui qui circulaient, donc forcément ça a intéressé les mafias rapidement. Ça a intéressé les médias, ça a commencé à brasser des dizaines de milliers de personnes et moi ça c'était pas du tout mon truc, j'en avais rien à foutre. Moi c'était vraiment cette idée c'est un peu le village d'Astérix en fait, tu vois. Il y a vraiment un petit groupe de résistants qui ont une potion magique et puis voilà, moi c'est plutôt ça que j'ai vécu en free et le moment où c'est devenu massif, je me suis barré. Donc je suis pas resté très longtemps dans la free, mais par contre ça a impacté ma vie, ma manière de penser le monde, définitivement en fait, quoi. On était une bande à ce moment-là, c'était pas un squat, on louait un appart, mais bon, Saint-Étienne, c'est la ville la moins chère en termes d'immobilier en France. Donc on louait un appart pour absolument rien, puis je pense qu'en plus on payait un loyer sur 5. Et on était une bande de cramés qui vivions à officiellement 4, officieusement une quinzaine, voilà, dans un grand appartement. On allait très régulièrement en teuf. Si tu veux, je faisais des free, mais en même temps, tu vois, je continuais à aller dans des raves un peu plus mainstream. Et j'aimais bien aussi la house, j'aimais bien les clubs. J'ai jamais été le truc, la free, alors du coup, le reste, c'est commercial, c'est le mal et tout. Non, j'ai jamais été là-dedans. Moi, ça a toujours été, j'aime la techno, en fait, j'aime la house, ça me plaît. J'aimais beaucoup la manière de faire la fête dans les free parce que je trouvais que là, il y avait quelque chose d'un peu plus abouti, d'un peu plus ultime et que c'était cool, mais en même temps, j'aimais bien aussi le reste des trucs, voilà. Donc du coup, on était une bande de teufeurs, on vivait dans une communauté de teufeurs, on prenait des acides tout le temps. Et en gros, à un moment, ça a été cool jusqu'au moment où ça allait été moins, parce que forcément, quand on prend beaucoup, ça quand même, ça travaille un peu les méninges. Et on a un pote qui a fait une décompensation psychotique monumentale, enfin un truc absolument, d'ailleurs, ça lui a pris 30 ans, mais enfin il en est mort, quoi. Parce qu'il a fini par se foutre en l'air par la fenêtre, 25 ans après sa décompensation. Mais disons que déjà la décompensation en elle-même, ça a calmé tout le monde. C'est que d'un seul coup, on a fait « oh putain ». Mais juste pour ce que j'en ai vécu moi, c'est l'expérience d'un copain qui est en train de devenir complètement fou sous tes yeux. Tu tombes sur lui dans la rue, et il est en train de faire n'importe quoi, de brancher les gens, de raconter absolument n'importe quoi. Et tu passes une nuit entière à essayer de le gérer, à courir après lui parce que il se roule par terre, il hurle, il saute sur les gens dans la rue, il dit des trucs sur Dieu, truc totalement, qui a pas le moins de début de cohérence de quoi que ce soit là-dedans. Et ça dure une nuit entière en fait avant que finalement il y ait une prise en charge et des soins, parce que on avait essayé, on a appelé les pompiers assez vite, mais ils avaient pas l'air motivés pour bouger. Et en gros, c'est l'expérience d'un ami qui devient complètement fou sous tes yeux, quoi. Et t'es complètement démuni face à ça, tu sais même pas quoi faire. Donc c'est très traumatisant. Et je crois qu'on se sentait tous un petit peu en mode c'est toi le prochain. Ce qui avait un truc où vraiment on poussait, hein. On était quand même assez punk dans la... De toute façon, la free party, il y a aussi une connexion très nette avec le mouvement punk. Et on était aussi
assez punk dans l'âme et dans les pratiques, et donc du coup on se défonçait beaucoup. C'était notre mode de vie en fait. Et du coup, je crois qu'il y a un moment où ça a fait, en fait, c'est toi le prochain, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y allait y avoir un prix à payer, quoi. En gros, ça a été ce moment-là. Il s'est trouvé, moi aussi, qu'à cette période-là, je suis tombé amoureux. Voilà, que je me suis engagé dans une relation de couple. Et tout ça a fait que je me suis éloigné, en fait, des psychédéliques. J'ai arrêté d'en prendre. J'ai pas arrêté de consommer des drogues dans l'absolu. Après, j'ai continué à prendre un peu des extas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, j'ai arrêté de consommer des psychédéliques et j'ai arrêté d'en consommer pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans. Donc, tu vois, c'est un truc, il y a eu un stop vraiment, à un moment, tu fais là, il vient de se passer quelque chose de vraiment grave. Et j'ai complètement arrêté de consommer des psychés pendant 20 ans. Il y a eu à la fois, voilà, moi, mes expériences personnelles où je commence à vraiment me prendre des gros starts avec des prods et je me dis non mais attends là, c'est pas possible. Il y a l'arrivée des premières associations style Techno Plus, style Keep Smiling, des premières associations de RDR, et à peu près au même moment, j'aimais bien en fait parce que je m'intéressais beaucoup au mouvement rave et pas uniquement au mouvement rave français, et notamment je lisais pas mal un magazine qui s'appelait The Face, qui était un mag qui relayait alors pas que le mouvement rave, mais entre autres le mouvement rave, et qui avait fait un article sur je ne sais plus le nom de la structure, mais une structure hollandaise sur la fin des années, ouais, même 95-96 par là, qui faisait du testing d'ecstasy. Du testing, et ensuite qui en mesurant, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de possibilité, il n'y avait pas chromato, tout ça, mais du coup en mesurant la taille des tasses, répertorier les extas et arriver à repérer celui-ci c'est tel tirage, il est dosé à temps, il y a ça dedans, etc. Et là je me suis dit tiens, ça c'est quand même super intéressant. Ça allait de pair avec une réflexion de ma part, enfin qui est toujours en cours d'ailleurs, sur la diabolisation des drogues dans notre société, et sur le fait d'avoir un autre discours qui est de dire c'est possible de consommer ces substances en se faisant du bien, en découvrant des choses et sans se bousiller la gueule. Et donc ça m'intéressait vraiment. C'est un peu dans la continuité, tu vois, de mon intérêt pour le mouvement psychédélique, en fait. C'est de se dire, je veux dire, les hippies, quand ils ont découvert le LSD, ils étaient pas en mode, oh là là, on est en train de transgresser quelque chose et c'est mal. Ils étaient en train de se dire, on est en train de vivre une expérience de dingue et il faut absolument qu'on vive cette expérience, mais par contre, il faut la vivre bien. Et je crois que c'était un peu ça. Enfin, moi, ça a commencé à me titiller comme ça. Après, ça m'a pas empêché de pas toujours être dans les clous par rapport à ça et d'en payer les conséquences aussi. J'ai fait une dépression dans les années 80, dans les années 2000, qui est pas que, mais quand même en partie liée à une manière de consommer qui déconnait, quoi. Je faisais à ce moment-là partie d'un groupe électro-rock qui ne marchait pas. Donc on gagnait pas notre vie avec. Ça a duré quand même, c'est une expérience qui a duré assez longtemps. Mais à côté de ça, j'ai commencé à me dire à un moment, moi là, va falloir que je commence à gagner ma vie aussi, parce que c'est bien gentil, mais voilà. Et du coup, j'ai commencé par faire des stages et puis des petites expériences professionnelles, plus dans le milieu du social, médico-social, travailler avec des personnes en situation de handicap, et petit à petit, d'ailleurs je t'avoue que je sais même pas trop comment la vie s'est démerdée pour faire ça, mais petit à petit en fait je me retrouve par le biais de ces expériences-là à postuler dans une association qui faisait c'est une association de lutte contre le VIH et les IST, et qui faisait un peu de l'accompagnement, accueil de personnes autour de ces questions-là, et donc sur des questions de prévention. Voilà, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle un groupe d'entraide mutuelle, donc ça c'était avec des personnes malades psy. Ça m'a amené ensuite à bosser plus dans la prévention, à travailler avec des personnes, et là justement à me rapprocher du boulot avec des usagers de drogue. Et là, j'ai commencé à professionnellement faire de la RDR, c'est-à-dire
parmi les missions de l'association dans laquelle je bossais, il y avait le fait de mettre à disposition du matériel d'injection clean, des roules à paille, des pipes à crack. Alors je pourrais détailler après la démarche de RDR, hein, mais voilà, en gros, je me retrouve. C'était des choses que je connaissais déjà parce que par mon parcours, usage de drogue, etc. Et puis réflexion sur la possibilité d'un usage le moins nocif possible de drogue. Du coup, j'avais déjà des réflexions là-dessus. Et ça a collé avec un moment où en fait, j'étais recruté dans une asso pour bosser là-dessus. Et donc j'ai approfondi et je me suis professionnalisé là-dedans, quoi. Ouais. En 2018, je reprends du LSD et ça faisait 20 ans que j'en avais pas pris, 21 ans. Et je me rends compte en le faisant que je vis une expérience beaucoup plus apaisée. En fait, je me rends compte que je me suis, moi, stabilisé, posé dans ma propre vie et la drogue me permet de le réaliser parce que des expériences qui pouvaient être extrêmement perturbantes pour moi il y a 21 ans sont d'un seul coup des trucs, bien sûr, c'est une expérience très forte, mais par contre, un truc où tu fais, ok, pas de problème, je peux vivre ça le fait, il y a pas de problème. Et à partir de ce moment-là, je consomme de manière occasionnelle ou régulière, on va dire, du LSD et je reprends aussi des champignons, je fais pousser des champignons mexicains, etc. Et alors le truc hyper intéressant, c'est que en vieillissant, entre le moment où j'avais arrêté, 22, 23 ans et la 45e passée, j'avais développé toutes les bonnes grosses névroses que tout adulte qui se respecte se doit d'avoir. Et en fait, je me rends compte que cet usage de psychédélique me fait un bien de dingue. Je le prends vraiment dans un contexte qui est toujours un contexte récréatif, festif. Je suis pas dans les, je fais pas de la recherche, quoi. Mais je me rends compte que ça me fait un bien de dingue, que ça me simplifie des trucs dans la tronche, que ça me libère d'angoisse, que j'avais développé petit à petit. Et que, en fait, même d'une certaine manière, reprendre des psychédéliques, 20 ans après, me guérit de certains traumas liés à des prises de psychédéliques 20 ans avant. Donc, il y a une espèce de boucle qui se boucle. Et sur ce moment-là aussi, je fais la connaissance de plusieurs personnes en fait qui interviennent dans le cadre des sociétés psychédéliques, donc sociétés psychédéliques françaises, où il y en a une à Lyon aussi, et je rencontre aussi du monde qui évolue là-dedans. Et là, c'est un peu mon univers actuellement, c'est-à-dire je suis pas dans cette espèce de truc très évangélique que peuvent avoir. Je trouve que la reprise de recherche sur les psychés a été accompagnée d'une forme c'est vraiment la solution miracle à tout, c'est génial, ça va sauver le monde. Bon, je ne pense pas, mais par contre, je pense que c'est vraiment des outils super intéressants. Faut savoir s'en servir, faut apprendre à s'en servir. Je dirais à la limite la conclusion c'est ça, c'est plus de 20 ans pour apprendre à s'en servir, quoi. Merci à Ourson pour son témoignage qui nous a fait vivre ou revivre la déflagration qu'a été l'arrivée des free parties. Je trouve ça absolument fascinant que 30 ans plus tard, le mouvement existe toujours. Des teufs sont organisés chaque week-end en France, malgré leur mauvaise image et malgré l'opposition de la police et de la gendarmerie. La force des free parties, selon moi, c'est son mode d'organisation, tribal, décentralisé, populaire, radical, hardcore. Quand la police saisit du matériel, un autre groupe prend la relève. Un jour ici, le lendemain ailleurs. Et la plupart du temps, loin des caméras, des médias et de la culture légitime. Une partie de la jeunesse continue à explorer de cette manière-là le sens du mot liberté, en perdant de l'audition sous des caissons de basse dans la boue des nuits glacées. Alors que le grand frère, le mouvement hippie, a été élevé au rang de mythe, qu'il a été disséqué et digéré par la société du spectacle, le mouvement des free n'a jamais fait rêver personne, en dehors de ses propres acteurs. Il n'est pas récupérable par la grande machinerie libérale, et c'est sans doute pour ça qu'il est toujours vivant. Dans le prochain épisode, on écoutera les aventures d'une Française en Amazonie, sa découverte des plantes et des drogues locales, à la recherche de l'intensité de la conscience humaine. Et d'ici là, portez-vous bien.